On va enchaîner, alors en changeant de chapitre maintenant. Donc on va viser comment opérer une hernie de laine en 2015, et ceci en deux parties. On a demandé à Karim Slim de nous faire la bibliographie l'Evidence-Based Medicine, et en particulier sur le sujet traitement célioscopique ou par voie ouverte, quels sont les éléments de preuve. Ça va relancer un peu les discussions qu'on avait commencées tout à l'heure après le premier exposé. Karim, à toi. Merci Jean-Pierre, Jean-François, Georges. Merci de m'avoir invité à cette session. Quelques remarques préliminaires. D'abord, certaines choses ont été dites. Je passerai rapidement sur certaines diapos. J'avais 2 ou 3 diapos sur la méta-analyse de Koenig. Je les ai enlevées. Heureusement que tu en as parlé. Ah, il est là, oui. Et ensuite, pour vous dire que si on discute de tout cela, c'est de plusieurs techniques, c'est qu'aucune n'est parfaite. Donc vous savez très bien, si on en a plusieurs, c'est que c'est comme un peu l'être humain, c'est qu'aucune technique n'est parfaite et chaque technique a ses inconvénients et ses avantages, et l'EBM répondra à certains aspects, permettra certains choix, et comme vous le verrez, parfois le choix est difficile. Et l'EBM ne repose pas uniquement, comme je vous l'ai mis ici, sur les données de la littérature, ça repose aussi sur l'expertise chirurgicale et sur le choix du patient. Et donc, parler d'EBM en parlant que de méta-analyse, que d'essais randomisés, ce n'est pas de l'EBM. Donc, l'EBM comporte aussi l'expertise chirurgicale et la discussion avec le patient, de laquelle jaillira un peu la décision finale de quel choix technique. Alors, juste 2 ou 3 diapos pour vous donner un constat. Vous le soumettre. Ça, c'est le constat en Angleterre, avec la NHS. Et vous voyez qu'il y a un trait vertical, et ce trait vertical représente les recommandations du NICE. Et vous voyez que le type de technique, et notamment la technique ouverte, la technique célioscopique, n'a pas varié, malgré les recommandations de la NICE. Donc, les recommandations de la NICE n'ont pas servi à grand-chose pour faire changer les pratiques des chirurgiens. Ça, ce sont les recommandations de la SFCD qui datent déjà de 10 ans. Et Édouard, tu les connais très bien. Les recommandations qui disent qu'il n'y a pas de place à la chirurgie célioscopique de première intention dans la cure des hernies inguinales unilatérales de première intention. Le problème reste posé pour les bilatérales, mais c'était il y a 10 ans. Et j'ai comparé les données de PMSI 2 ans avant ces recommandations et en 2010, et j'ai vu que ça n'a absolument pas varié. C'est-à-dire qu'à peu près un tiers des chirurgiens ont continué à faire la même technique malgré les recommandations. C'est pour vous dire que parfois les recommandations ne servent pas à grand-chose dans ce domaine-là, notamment aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis et en Autriche. Vous voyez ici en Autriche, c'est pareil, une enquête après des recommandations autrichiennes qui a montré, là vous avez les différents centres et vous voyez des chirurgiens qui font qu'une seule technique pratiquement, des chirurgiens qui font plusieurs techniques, et les chirurgiens ne sont absolument pas d'accord entre eux sur la technique. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il y a plusieurs techniques, aucune n'est parfaite et les chirurgiens en gros font ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent. Alors d'autres éléments de réflexion, ce fameux article des Veterans Affairs et cet article-là, et cet article-là montre que la chirurgie célioscopique peut être dangereuse sur 14 centres aux États-Unis avec un grand nombre de malades, vous voyez pratiquement 2000 malades, et le risque de complications multiplié par 11, c'est un article qui a été beaucoup discuté et beaucoup critiqué. On avance un peu dans les réflexions avec la méta-analyse Cochrane qui a été publiée en 2002, maintenant il y a pratiquement 13 ans, qui a comparé célioscopie et laparotomie et qui a montré que la célioscopie donnait les mêmes résultats en termes de récidive du fait de la présence de la prothèse, mais qu'elle donnait, on vous l'a dit tout à l'heure, des complications beaucoup plus graves que la technique ouverte, on l'a dit dans les 2 premières présentations. Alors maintenant, l'EBM, la partie théorique de l'EBM. La partie théorique de l'EBM, voilà, je l'ai faite il y a 3 jours, cette recherche. Vous voyez qu'il y a 84 méta-analyses qui ont essayé de répondre aux différentes questions.
84 méta-analyses, je vous rassure, je ne vous passerai pas en revue les 84 méta-analyses, j'en ai choisi une, dont les résultats rejoignent toutes les autres méta-analyses pour le choix entre celluloscopie et voie ouverte. Alors, elle a été publiée en 2012 dans un journal illustre que vous connaissez bien, Annals of Surgery, et qui a inclus 27 essais randomisés avec plus de 7000 malades. Ces résultats corroborent ceux des autres. Alors, pour les hernies inguinales unilatérales traitées en première intention, voilà ce qu'elle montre, que la TEP est associée à un risque de récidive plus important qu'avec la voie ouverte, que la TAP, non. Elle comporte le même risque de récidive. Probablement du fait de la difficulté de la TEP à grande échelle. La TEP, quand elle est faite par des chirurgiens qui sont habitués à cette technique, des experts en TEP, ils la font très bien. En revanche, quand on fait une recommandation en faveur de la TEP et dans la vie, dans la vraie vie, il y a un risque de récidive du fait de la difficulté technique de la TEP. La TAP, puisqu'elle est plus simple, elle est plus facile à diffuser, donc des résultats similaires à la chirurgie ouverte. Maintenant, pour les complications, la TAP est associée à plus de complications, ça rejoint les vétérans. Du fait de l'abord intrapéritonéal et risque de plaie vasculaire, plaie viscérale, plaie vésicale. Et troisième critère de jugement, c'est les douleurs chroniques, on en a assez parlé, et la technique celluloscopique ou endoscopique réduit le risque de douleurs chroniques par rapport à la voie ouverte, on vous l'a déjà suffisamment dit. Voilà le détail, mais je passerai rapidement. En termes de récidive, vous voyez ici à gauche que, en termes de récidive, ça favorise la voie ouverte, mais c'est plus en rapport en bas à droite avec la technique TEP. La technique TEP donne le même risque de récidive. La morbidité, globalement, il n'y a pas beaucoup de différence, mais la TAP comporte plus de morbidité en haut à droite. Et la douleur chronique, c'est très net, la douleur chronique est plus fréquente avec la technique ouverte, on l'a déjà suffisamment dit, et cela favorise probablement la technique celluloscopique si on considère ce critère de jugement. La sensation de gêne, c'est les mêmes résultats que la douleur chronique, plus de sensation de gêne avec les techniques ouvertes. Vous avez maintenant un message clair là-dessus. Donc, on a un message que toutes les méta-analyses retrouvent, plus de douleurs chroniques après voie ouverte antérieure, plus de complications sévères avec la technique celluloscopique quand elle est diffusée de manière large. Je vous rappelle simplement ces recommandations de la Société européenne de la hernie pour vous présenter un peu comment cette société illustre, et ce sont des recommandations qui sont encore valides, n'arrive pas parfois à trancher du fait des données de la littérature. Premier élément, on n'en a pas assez parlé, c'est qu'on n'est pas obligé d'opérer toutes les hernies. Une hernie directe chez un papy, asymptomatique ou paucisymptomatique, peut parfaitement être respectée et ne pas être opérée. On peut en discuter. Maintenant, les autres aspects, et quand on voit les techniques primaires ou récidivées, etc., vous voyez ici, par exemple, dans la technique unilatérale de première intention, ils ont dit Liechtenstein ou celluloscopie. Dans la technique bilatérale, ils ont dit celluloscopie ou Liechtenstein. Bon, voilà. Pour les récidives, ils sont un peu plus affirmatifs. Pour les récidives, ils ont dit quand il y a une récidive après technique celluloscopique, il faut faire une technique ouverte. Quand il y a une récidive après technique ouverte, il faut faire une technique celluloscopique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chirurgien doit maîtriser les deux. Un chirurgien qui fait la cure de hernie doit maîtriser les deux types de techniques pour pouvoir faire face aux différentes situations cliniques. Et ça rejoint le troisième cercle de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire il n'y a pas que la littérature, il y a aussi les conditions cliniques dans lesquelles le chirurgien opère et sa technicité ou son expertise, et c'est un message très important. Alors en 2015, quoi de neuf? On l'a dit, je ne vous le répète pas, le critère de jugement maintenant n'est plus vraiment la récidive. Le critère de jugement, c'est la douleur ou la gêne post-opératoire. Quand on met une prothèse, on sait qu'on a beaucoup moins de récidive que quand on n'en met pas. Les deux techniques celluloscopiques ou ouvertes mettent une prothèse, donc ce n'est plus le problème. Si on fait une technique convenable, on n'a pas de récidive.
On a en revanche soit des douleurs, soit des complications post-opératoires dues à la celluloscopie. Alors par rapport aux douleurs et à la gêne, là c'est une étude de Kellett. Il a beaucoup travaillé ce sujet-là, sur la douleur chronique post-chirurgie, etc. Et vous voyez que la hernie est dans ce tableau au même titre que la mammectomie, au même titre que la thoracotomie, au même titre que la césarienne, etc. Donc c'est une chirurgie qui est pourvoyeuse de douleurs chroniques. Et c'est le véritable problème actuel, plus que la récidive, de la chirurgie hernière. Et pour lutter contre cela, on en a parlé, Cossin en a parlé très bien, c'est ce qu'on appelle les prothèses légères. Bon, je ne rentre pas dans le détail de la taille des pores, etc. Globalement, on parle de prothèses légères. Ce petit tableau, pour vous montrer ce que c'est qu'une prothèse légère, on en a parlé, c'est un poids en grammage entre 25 et 30 à peu près. Par rapport aux prothèses lourdes, vous voyez qu'on est plutôt au-dessus de 80 grammes par mètre carré. Donc c'est ça, ce sont des prothèses légères. Il y a différentes marques, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je vous les ai mis pratiquement toutes. Alors, la littérature, au moins 3 méta-analyses qui évaluent les prothèses légères. Je vous les ai mises ici. Alors, ces 3 méta-analyses ont abouti, j'en ai sélectionné une, la plus intéressante et qui date de pas longtemps, British Journal of Surgery, qui a montré très clairement qu'il n'y a pas plus de récidive quand on met ces prothèses-là, il y a moins de douleurs chroniques et moins de gêne. Alors, quand on dit pas plus de récidive, regardez un peu à gauche de la diapositive et vous voyez que le recul est de plus d'1 an, mais il n'est pas très long. On a un recul d'à peu près 3 ans, pas plus que 3 ans dans ces méta-analyses. Donc pas plus de récidive avec un petit bémol, recul peut être insuffisant. Mais toujours est-il que c'est une réponse à la douleur post-opératoire. Vous remarquerez que, quand je vous ai parlé de comparaison celluloscopie versus voie ouverte, et que je vous ai dit que la celluloscopie donnait moins de douleur, la voie ouverte n'était pas faite avec ces techniques-là. La voie ouverte, c'était des prothèses lourdes. On n'a pas d'études comparant celluloscopie versus voie ouverte avec des prothèses légères. Et peut-être que si on faisait ces études, l'avantage de la celluloscopie disparaîtrait. Ça rejoint un peu ce qu'a dit Jean-Pierre tout à l'heure. Alors, la meilleure indication de ces prothèses légères, c'est un jeune homme qui a une hernie inguinale unilatérale et qui a des douleurs inguinales. Je reviendrai sur ces douleurs inguinales parce qu'on sait maintenant que l'un des facteurs, Edouard vous en a un peu parlé, de douleur post-cure de hernie, c'est la douleur préopératoire. C'est un facteur prédictif essentiel. Et donc ça peut nous aider dans le choix de la technique, dans le choix du type de prothèse, quand le malade a des douleurs préopératoires en amont de l'intervention. Alors, j'ai essayé de rattraper le retard, vous le voyez bien. Et alors ? Ben alors, c'est très difficile de répondre à la question EBM et cure de hernie. Parce que l'indication doit tenir compte de tout cela. C'est-à-dire, on n'opérera pas de la même manière quelqu'un qui a 80 ans comme quelqu'un qui a 20 ans. Il faut une concertation avec le malade. Le troisième cercle, c'est l'accord du malade et le consentement éclairé du malade. La douleur préopératoire, en tenir compte. Favoriser une technique celluloscopique lorsque le malade a plus mal en préopératoire ou une prothèse légère. Tenir compte du contexte ambulatoire pour l'indication chirurgicale. La morbidité, la technicité chirurgicale, c'est très important. Quand on n'a pas l'habitude de faire une cure celluloscopique, il ne faut pas la faire, c'est clair, on risque d'avoir des complications. Les données des méta-analyses, je vous les ai soumises. Le coût aussi est important et le contexte socio-économique. Un chef d'entreprise qui a besoin de reprendre la vie active très vite, sans attendre, on préférera une cure celluloscopique qui lui permettra de reprendre la vie active plus rapidement à une technologie Stenson, par exemple, qui peut le gêner pendant quelques jours. Donc, je suis désolé, il n'y a pas blanc ou noir. La réponse est un peu grise. On pourra en discuter après. Et je vous remercie de votre attention. Merci Carême, comme toujours un excellent topo. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie en France ? Selon les données du PMSI, le commentaire de Hubert, Johannet, qu'est-ce qui se passe en France ? On vient de voir ce qui est recommandé, recommandable, où en fait on dit on ne sait pas exactement. Et qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie en France maintenant, selon les données du PMSI ? Non, moi je voulais juste... je pensais que vous lanciez la discussion. Je voulais pas couper Hubert. Je voulais juste faire une remarque sur la vraie vie. Quand on prend des patients, par exemple, le même opérateur va faire un Liechtenstein d'un côté
et une TEP de l'autre, en métachrone, hein, pas en synchrone bien sûr, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire Célio d'un côté au départ et puis Liechtenstein après, ou l'inverse. Donc ça efface le désir de faire plaisir à son chirurgien. On pose après la question aux patients, quelle technique vous avez préférée? Alors j'ai fait l'étude sur 20 cas, je n'ai pas publié, j'en ai pas assez, mais ça mériterait d'être fouillé. On demande au patient, qui est le seul capable de répondre réellement, pas les méta-analyses, pas des trucs EVA qui ne sont pas fiables, mais le patient. Et la réponse est toujours, c'est le jour et il y a deux réponses, c'est le jour et la nuit où il n'y a pas photo, en faveur de la Célio. Tu as lancé la discussion un petit peu tôt. Oui, alors, juste trois diapos de remarques, de commentaires par rapport à ce qu'a dit Karim Slim. Bon, ça a été dit depuis le début de la séance, la douleur c'est le sujet central, mais moi je pense que nous pouvons le dire, je pense que la hernie ça ne fait pas mal. Je veux dire, une hernie qui débute, une petite hernie qui s'extériorise, ça gêne le patient, là il est gêné, il a une plainte. La hernie qui est engouée, la hernie très volumineuse, oui, mais une hernie qui fait mal, je pense que la première précaution, c'est de dire « je vous opère de la hernie, je ne traite pas votre douleur, je l'écris dans la lettre au médecin traitant et je ne me fais pas embarquer dans un monde qui m'est personnellement totalement étranger et pour lequel je n'ai pas la compétence ». Alors après, sur les gènes post-opératoires, les douleurs post-opératoires, je pense que vous avez très bien montré l'intérêt des plaques légères et on a envie de sauter le pas. On a envie de dire « mais peut-être qu'un jour, on ne mettra plus de plaques, on générera une réaction cicatricielle sans matériaux étrangers ». Alors après, bon, sur les résultats de la base médecine, il semble quand même on soit autorisé à ne plus fixer les plaques quand on fait des TEP par voie oscilloscopique. Est-ce que c'est sûr pour les TAP? C'est pas encore évident. Et surtout, on attend les résultats des types, parce que finalement, il y a eu beaucoup d'études contrôlées sur la célio, les plaques, les sutures, etc. On n'a pas beaucoup d'études sur les types. Et c'est vrai que cette voie d'abord, en fait, dans les hernies, tout le monde cherche son chat. Enfin, tout le monde ne cherche pas son chat, mais tout le monde cherche l'espace de stoppa, finalement, pour mettre un bon matériel. Et donc, on attend un peu des résultats plus probants de la type. Et enfin, moi, personnellement, je trouve que l'abstention chirurgicale n'est pas défendable. Si on doit attendre que les patients aient des hernies compliquées à opérer, nous aurons des complications et nous aurons encore des difficultés pour plaider l'efficacité de notre traitement. Alors maintenant, je passe aux bases PMSI. Alors les bases PMSI, en fait, si vous voulez, en France, vous avez Roland Garros au mois de mai, le défilé du 14 juillet en juillet, et il faut le savoir, les bases PMSI, elles arrivent en août, puisque ça n'est qu'en août de l'année qui suit qu'on peut avoir la totalité des données de l'année précédente.